Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs sur Women First TV et la télévision des femmes. Nous sommes aujourd'hui dans notre émission bimensuelle maïeutique. Ça vous dit certainement quelque chose. C'est un concept purement philosophique qui renvoie à l'art d'accoucher les esprits sous forme de dialogue et d'échange. Notre numéro d'aujourd'hui s'intéresse à la littérature avec une jeune écrivaine, Fatou Ouleye Sambou. Elle est également chargée de communication à l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt du ministère du commerce ORSRE. Elle a écrit un livre qui s'appelle Pomme d'Adam. Fatou Ouleye Sambou, bonsoir et bienvenue sur Women First TV, la télévision des femmes. Merci beaucoup Nancy et merci pour l'invitation. Je salue également les spectateurs qui nous suivent, j'imagine, partout dans le monde. Vous nous présentez aujourd'hui votre nouveau roman, et premier roman d'ailleurs, hein, La Pomme d'Adam. C'est vrai, je lis ce roman avec beaucoup d'intérêt et je trouve qu'il est d'une richesse extraordinaire. Mais ce qui m'a d'ailleurs parlé en premier lieu, c'est la couverture. Alors, j'ai remarqué que c'est une couverture qui a un fond tout à fait noir avec des écritures rouges d'abord. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce choix? Effectivement, pour la couverture, je l'ai faite moi-même. J'y ai travaillé pendant 2 mois. J'ai voulu représenter le mystère et à travers le rouge, j'ai vraiment voulu représenter la passion, j'ai voulu représenter l'amour. Et si vous regardez bien, la dame qui est sur la photo cache la moitié de son visage. Oui. Certainement qu'elle a posé des actes. Et elle porte également une tenue très colorée pour montrer que c'est une personne qui a une vie un peu nantie. Justement, bon, c'est très parlant et j'allais même vous interpeller là-dessus. Par rapport à tout cela, maintenant, ça renvoie à quoi dans le contenu du livre exactement? Dans le contenu du livre, déjà par rapport au fait qu'elle cache son visage, l'héroïne Rokhaya est une jeune fille qui a été vraiment gâtée par la vie, si on peut dire ça, puisqu'elle a des parents aisés, elle a fait les grandes écoles de la capitale, elle voyage à sa guise, elle part en vacances dans plusieurs pays du monde, mais il lui manquait quelque chose vraiment, cette chaleur familiale, puisque elle est issue d'une famille avec un papa diplomate et une mère grande commerçante, toujours entre 2 avions. Il lui manquait cette chaleur familiale. Donc, elle a un peu tourné le dos au cadeau de la vie pour s'offrir cette chaleur familiale auprès de Doudou, avec qui elle va croquer un peu le fruit interdit. Voilà, ce qui nous renvoie d'ailleurs au titre, La Pomme d'Adam. Mais je trouve que ce titre n'est pas totalement englobant par rapport à tout ce que vous avez dit dans le livre comme contenu, n'est-ce pas? Vous avez dénoncé les tares de la société, vous avez cherché à résoudre des problèmes. Voilà, par rapport à tout ça, à tout ce contenu-là. Maintenant, je pense que ce titre est trop petit pour qualifier l'immensité et la richesse du livre. En fait, c'est mon avis. Oui, en fait, le titre, il a été choisi au début, j'avais choisi un autre titre, mais c'était avant d'écrire le livre. Mais au fur et à mesure que j'avançais, c'était une évidence pour moi que c'était ce titre-là que je devais choisir. Parce que même ici, quand je suis venue au niveau de la maison d'édition Harmattan, on m'a dit, est-ce que si tu parles de la pomme d'Adam, les gens ne vont pas penser à ça? Je leur ai dit non, je vais faire une couverture telle qu'on saura que c'est non, que ça va parler du fruit interdit. Parce que par rapport au titre, c'est vrai que dans le roman, il y a 2 histoires parallèles. Oui. Il y a l'histoire de Rokhaya et il y a l'histoire de Doudou. Et à la fin, ils vont se rencontrer et il y aura des interactions entre les deux. Maintenant, quand on parle de la pomme d'Adam, c'est le fruit interdit que, comme je l'ai dit tantôt, Rokhaya a cueilli et peut-être croqué. Et c'est le fait qu'elle ait peut-être croqué cette pomme-là, ce fruit interdit-là, qui va constituer une prison pour elle et qui va impacter vraiment le reste de sa vie. Tout ce que vous avez dit, ça renvoie quand même à l'idée générale du livre. Oui, ça renvoie à l'idée générale du livre.
Rokhaya, certainement, par rapport à la société, elle n'a pas la même vision que les autres personnes. Elle n'a pas les mêmes priorités que les autres personnes, certainement, qui vont privilégier la recherche d'argent, la recherche de bien-être. Elle, il lui manquait vraiment cette chaleur familiale, comme j'ai tantôt dit, et c'est un peu ce qui va bousculer le cours de sa vie. Vous avez dénoncé quand même les tares de la société sénégalaise de façon particulière et africaine de façon générale. Par exemple, vous avez parlé de la polygamie, vous avez parlé de la stérilité, vous avez parlé de la conception du mariage, vous avez parlé de la manière dont on conçoit le genre féminin. Et donc, finalement, moi, je me perds un peu par rapport à ce qui devait être l'idée centrale dans ce roman. En fait, si vous remarquez bien, à chaque chapitre, il y a un acteur principal qui est, sur qui la lumière est portée. Je n'ai pas voulu mettre l'accent principalement sur Rokhaya seulement. J'ai raconté l'histoire de Abi, j'ai raconté la vie de Doudou, son passé, le passé de Tante Koumba. En fait, je ne voulais pas seulement que Rokhaya monopolise l'attention des lecteurs. Voilà. Je voulais donner également le privilège aux autres personnages je voulais expliquer en fait le pourquoi du comportement de certains personnages par rapport aux événements qu'ils ont vécus par le passé. En ce qui concerne la couverture et le résumé de votre roman, là vous l'avez fait de façon à centrer l'essentiel du roman sur Rokhaya et Doudou. C'est pourquoi je vous ai posé cette question. Parce que là, si on lit bien, si vous voulez, je vais vous le lire. Voilà, la pomme d'Adam. Pour ainsi parler du fruit défendu, c'est l'histoire de Doudou Gueye, professeur de mathématiques, quadragénaire, et de Rokhaya, jeune étudiante en médecine. Deux vies que tout oppose, mais que les caprices du destin agrègent. Contre toute attente, chacun trouve à l'autre la pièce manquante du puzzle de sa vie, mais les choses dérapent et se compliquent. La pomme d'Adam met à nu la beauté, le mystère et la fragilité de la vie. C'est vrai, même si pour cette dernière phrase, quand même, vous avez brossé un peu la totalité, mais ça me semble que vous vous êtes focalisé quand même sur l'histoire entre Rokhaya et Doudou. Oui, c'était le but, parce que si j'ai également parlé de la vie de Abi, c'était pour montrer un peu au lecteur pourquoi Doudou lui était fidèle. C'était un peu pour ça, parce que ce n'est pas très courant de voir un homme ici au Sénégal, dans la société sénégalaise, qui épouse une personne stérile et qui lui reste fidèle jusqu'à ce que Dieu veuille bien changer les choses. J'ai remarqué aussi que vous vous êtes focalisé quand même sur un point important de notre société, c'est-à-dire le genre féminin, la manière dont on conçoit la fille, ensuite la femme. Donc c'est comme si c'était un sous-genre. Et je vais vous lire un passage de cela qui m'a beaucoup séduite d'ailleurs, qui m'a beaucoup séduite et que vous avez si bien élucidé à la page 53. Là, vous avez dit, en réalité, Abi, le problème est bien plus profond que cela. En Afrique, dès le bas âge, on apprend aux filles à douer le pagne et on leur offre des poupées et des ustensiles de cuisine. Tandis que les garçons reçoivent des ballons, des voitures et des jeux vidéo. Pendant qu'on leur apprend à prendre le contrôle, à devenir responsables, à devenir des leaders, les filles sont formatées à devenir non pas des femmes, mais des épouses. Exceptionnellement riches, n'est-ce pas? Et c'est parti d'un constat, certainement. Effectivement, c'est parti d'un constat. Les femmes au Sénégal ou en Afrique, peut-être que c'est en train de changer, on leur apprend à être douces, à être dociles, on leur apprend à encaisser, alors que pour les hommes, même quand un enfant de 5 ans sort, revient en pleurant, on lui demande qu'est-ce qui se passe, il dit je me suis bagarré, on lui demande de retourner. Voilà. Alors que si c'est pour une fille, on la calme et on lui demande de s'asseoir. Voilà. On n'apprend pas vraiment aux femmes à être leader, à prendre le dessus, à vraiment prendre les initiatives. Voilà. On les éduque plus pour pouvoir attendre un homme, pour pouvoir être une bonne épouse. Mais quand il s'agit d'être une femme, par rapport
au fait que les hommes et les femmes se valent. Ouais. C'est pour ça, en fait. Et cela impacte sur le fait qu'au niveau de l'administration, au niveau du monde du travail, les hommes sont sont mieux préparés, sont mieux outillés, hein, si je peux le dire, dès le bas âge, à occuper des postes de responsabilité, sachant que si je prends certains postes comme le poste de secrétaire, le poste d'assistant, très souvent, ce sont les femmes qui l'occupent. Alors que si c'est un poste de direction d'habitude, de responsabilité, c'est confié aux hommes. On apprend aux femmes à être patientes, on leur apprend à encaisser, à être résilientes, alors que pour les hommes, on s'attarde moins sur leur éducation par rapport à ça. Le concept du maraboutage dans notre société. Voilà, c'est le concept du maraboutage, vous l'avez cité dans votre roman comme une sorte de solution qui dit vrai, qui prédit l'avenir. Et pourquoi cela au sein de votre roman? C'est vraiment ancré dans notre culture. Lorsqu'on a un problème, soit on se tourne vers Dieu, comme l'a fait Doudou, qui au bout de plusieurs moments, au bout d'un moment, n'avait pas... comment dire, utiliser sa natte de prière, tellement c'était poussiéreux. Et lui, il a eu recours à la prière, à la foi, alors que sa maman, elle, d'habitude, les mamans, les vieilles personnes, c'est vrai elles peuvent prier et tout, mais après, en second recours, elles vont toujours chez le marabout pour se rassurer, bien sûr, puisque l'avenir est un peu intriguant. Ça peut être intriguant pour elles et également pour bousculer un peu les choses. Moi, mon problème, c'est que dans votre roman, les marabouts ont prédit, le marabout d'ailleurs, hein, il a prédit les choses de façon exacte. Bon, je ne sais pas pourquoi vous lui avez donné cette connotation d'être dans l'exactitude aussi. Hein. Puisqu'il lui a dit que si cet enfant naît, il va venir avec beaucoup de problèmes. Bon, mais il n'a pas été précis, il n'a pas donné de nom, il n'a pas donné d'indication. Vous en avez parlé, la conception du mariage au Sénégal, c'est presque pareil partout en Afrique. Vous avez vu, quand Abi n'arrivait pas à avoir cet enfant, son mariage quand même, vous battez de l'aile. C'est pourquoi Abi, elle s'est recroquevillée sur elle-même, elle n'a pas voulu vraiment fréquenter. Le fait qu'elle n'ait pas eu d'enfant a affecté sa vie professionnelle également. Bien sûr. Elle ne voulait pas partir chercher du travail pour que son mari derrière ait du temps pour faire autre chose. Bien sûr. Elle a sacrifié sa carrière un peu pour, comment dire, pour qu'il n'y ait pas de vide, pour qu'il n'y ait pas de vide, pour combler ce trou, qui a été créé par le manque d'enfants, puisse être comblé par elle-même, par sa présence. C'est ça au Sénégal quand... En réalité, le problème, c'est que nous vivons chacun dans une famille, mais la société est construite de telle façon que les gens se donnent le droit. Et que le mariage, hein, je ne vous coupe pas, je ne vous prends pas la parole, et que le mariage ne concerne pas seulement les conjoints, mais le mariage concerne également tout l'entourage. Je l'ai dit une fois sur Facebook, le mariage au Sénégal, c'est comme un bal poussière. Ceux qui savent danser, ceux qui ne savent pas danser, tout le monde veut entrer, veut être sur la scène et montrer, s'exhiber. Et ça, je l'ai dit dans un des passages, lorsque en fait les gens ils ne savent rien de ta vie, ils vont s'imaginer une histoire qui est pire que la leur, puisqu'ils veulent chercher en réalité des camarades de misère. Women First TV, c'est bien la télévision des femmes, mais nous accordons aussi une grande place à la gente masculine. Notre lecteur du jour s'appelle Waliba. C'est un prof de lettres. Il dirige également une maison d'édition et un magazine littéraire. Il a donné ses impressions en ce qui concerne ce roman. Écoutons-le. Mes impressions par rapport à ce roman sont globalement bonnes. Je crois que Fatou Ouleye Sambou a cette marque distinctive en tant que romancière. Elle a cette marque distinctive de faire preuve d'audace. Et en matière de création romanesque, on en a vraiment besoin. Elle va un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de voir dans les romans africains et plus particulièrement dans les romans sénégalais. Et je ne pense pas que forcément cela soit un défaut. Parce qu'il faut bousculer
la hiérarchie et faire bouger les lignes. Et de ce point de vue, moi, j'ai vraiment apprécié le fait qu'elle se soit armée d'audace pour pouvoir traiter de problématiques qui sont plus ou moins gênantes, mais qui méritent quand même d'être mises sur la place pour qu'on en discute et qu'on y réfléchisse, quoi. Et donc, voilà, du point de vue aussi style, je crois que c'est une dame qui écrit assez bien. Elle a vraiment du style. Et comme disait Buffon, le style, c'est l'homme. C'est un roman agréable à lire, qui est d'une simplicité renversante, avec de belles phrases parfois. Parfois aussi des phrases qui sont étonnantes, n'est-ce pas, d'audace. Mais je crois que aussi c'est comme ça que doit fonctionner la littérature. C'est vrai que la littérature aussi, quelque part, est itérative, quoi. Elle se répète à l'infini. Mais ce n'est pas une raison pour, en quelque sorte, essayer de toujours faire comme les autres. Et je crois que de ce point de vue-là, Fatou Ouleye Sambou, oui, elle a une plume novatrice, une plume iconoclaste quelque part, hein, si on peut parler comme ça. Je fais allusion à Nietzsche, que vous connaissez très bien. Voilà, donc je crois que quelque part, elle s'insère dans cette philosophie de Nietzsche qui parlait de crépuscule des idoles, quoi. Il faut cesser d'idolâtrer, il faut se faire son chemin, il faut se frayer un chemin personnel, être une voix audible mais personnelle, quoi. Sans pour autant maintenant cracher sur le patrimoine littéraire qui est là depuis fort longtemps. Voilà, chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes dans notre émission Maïeutique. Comme je vous le disais en début d'émission, c'est l'art d'accoucher les esprits sous forme de dialogue et d'échange. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Fatou Ouleye Sambou avec son roman Pomme d'Adam. Voilà, nous avons bien suivi les impressions de M. Ba, qui semble dire que Fatou Ouleye Sambou a bien innové et qu'elle a pris son chemin à part, différent de ce qui a été toujours là. Donc on lui redonne la parole pour qu'elle puisse donner ses impressions par rapport aux impressions de M. Ba. Merci beaucoup Nancy. Je remercie également M. Ba qui m'a vraiment touchée de par son intervention par rapport au livre, de par sa critique. C'est vrai que je n'ai pas voulu copier sur les autres, même si ce n'était pas quelque chose au début qui a vraiment impacté sur la rédaction du roman. J'ai plutôt voulu y aller de façon naturelle, parce que d'habitude, quand j'étais petite, il m'arrivait de faire des fiches de lecture, des bandes dessinées que je lisais, des romans de jeunesse que je lisais. Et après avoir fait la fiche de lecture, il m'arrivait de réécrire les fins ou bien d'attribuer à des personnages d'autres rôles ou bien d'autres émotions. Donc cela m'a beaucoup, je ne vais pas dire forgé, mais cela a beaucoup empreint sur ma façon d'écrire et sur les histoires. Je suis une grande rêveuse. Ouais. Je suis une grande rêveuse et une grande optimiste. Et j'ai voulu vraiment j'ai voulu représenter en chaque personnage une émotion bien particulière. Prenez le personnage d'Abi, beaucoup m'accusent de m'être jeté un peu sur elle. Ils disent que c'est injuste ce que je lui ai fait vivre, alors que non, j'ai voulu représenter la tristesse chez Abi et la résilience. Parce que Abi est un personnage vraiment résilient. Oui. Elle aurait pu craquer, parce qu'il y a beaucoup d'événements négatifs qui se sont enchaînés dans sa vie. Oui. Si on prend le personnage de Rokhaya, c'est vraiment la fougue, c'est pas vraiment la fougue un peu, mais c'est vraiment comment je peux le dire? Cette fille modèle, quoi. Oui, c'est une fille modèle et également très généreuse, c'est la générosité, c'est toute fille qu'on aimerait avoir dans sa maison. Mais moi, je suis de connivence aussi avec M. Ba. C'est vrai que vous vous êtes démarqué de ce qu'on avait l'habitude de voir, surtout côté expression, côté langage. Vous avez dit parfois certaines choses sans porter de gants, surtout quand vous relatez les scènes d'amour, bon, amour entre guillemets, je veux parler de choses beaucoup plus approfondies, n'est-ce pas? Là, vous l'avez décrit quand même, sans porter de gants. Et d'habitude, on voyait ce qu'on lisait dans les autres romans, c'était un peu quand même un peu coiffé. Et à titre d'exemple, vous l'avez cité d'ailleurs 3 fois, vous en avez parlé 3 fois, n'est-ce pas, 3 scènes d'amour. Et là, à la page 90, Doudou et Rokhaya, page 109 aussi, Doudou et Abi. Je vais vous lire un extrait. C'est à la page 90. Doudou,
enleva son t-shirt et en fit de même pour la chemise de Rokhaya. Il se mit à lui caresser les seins si ferme et si pulpeux que l'idée qu'il ait été refait lui traversa l'esprit. Elle soupirait encore et encore. Doudou sortit alors le téton droit de la jeune femme et commença à le lécher du bout de la langue de la manière d'une voiture dans un rond-point. Rokhaya pencha sa poitrine plus en avant comme pour la lui servir en un plateau d'argent. Doudou comprit qu'elle en demandait encore. Et là, c'est extraordinaire. Je sais pas comment vous avez réussi à pouvoir mettre... Je ne sais pas. Vous savez, bon, d'habitude on coiffe un peu les choses. C'est assez coiffé, j'ai fait de façon assez artistique pour ne pas heurter la sensibilité. Ah non, Fatou, là ça heurte bien la sensibilité parce que tout a été mis à nu, hein, rien n'a été caché. Ça heurte bien la sensibilité, je suis désolée. Hein. Bon, c'est vrai que la partie supérieure du corps est moins tabou en Afrique que la partie inférieure. Après, pour ce qui reste de, par exemple, pour la scène d'abord avec sa femme, Doudou et Abi, je n'ai pas cité nommément le sexe de l'un ou de l'autre. J'ai utilisé des tournures un peu artistiques, disons, pour dire phallus, par exemple, nénuphar. Mais le problème qui se pose, c'est que, bon, c'est ce qui est peut-être interdit dans les réseaux sociaux. Une façon à exhiber le sexe ou bien à parler du sexe de façon extravagante comme ça. Mais c'est ce que vous avez relaté dans votre livre de façon à donner l'envie aussi. Hein? Quoi qu'on dise. Bon, ce n'était pas une façon de faire du détournement. Je n'ai pas voulu heurter la sensibilité ou bien inciter les jeunes à la débauche ou quelque chose comme ça. J'ai écrit de façon très naturelle. Oui, j'ai beaucoup apprécié. Parce qu'en fait, je ne pouvais pas ne pas parler de ces choses-là. Si je ne les avais pas mentionnées, il y aurait eu un vide dans le livre. Beaucoup de choses n'auraient pas été comprises. Aujourd'hui, on n'aurait pas pu comprendre que Rokhaya, sur 2-3 lignes, 2-3 mots, je ne pouvais pas décrire qu'il s'est passé quelque chose, qu'il n'y a pas eu d'acte sexuel proprement dit. Il fallait vraiment que je touche la chose. On en avait parlé d'ailleurs au début de l'émission. Ça nous fait revenir toujours à la pomme interdite. Rokhaya a touché à la pomme interdite et je vous avais dit que non, Rokhaya n'a pas pratiquement touché à la pomme interdite. Elle l'a fleuré, d'autant plus que c'est juste le sperme de Doudou qui l'a fleuré un peu au niveau des cuisses. Oui, ce sont des choses scientifiquement qui peuvent arriver. Et après, il y a l'aspect mystère qu'on ne devrait pas perdre de vue. Parce que si aujourd'hui, la maman de Doudou est allée voir un marabout pour lui dire « faites en sorte que mon fils ait une descendance », il l'avait prévenu que la chose que je vais faire pourrait changer le cours de vos vies à vous tous et qu'il pourrait y avoir de terribles choses qui vont arriver. Il y a cette dimension mystique-là qu'il ne faudrait pas perdre de vue. Donc, par A ou par B, Rokhaya allait tomber enceinte, ou bien par A ou par B, Doudou allait mettre en grossesse une autre. Ok. Et si on revient maintenant à la personnalité de Doudou, c'est vrai qu'on s'est intéressé à la personnalité de Abi, à celle de Rokhaya, mais Doudou en tant que tel, vous l'avez décrit quand même dans le roman comme un mari exemplaire, comme un mari attentionné, mais finalement, vous avez vu ce qui s'est passé avec Rokhaya. Ce sont des erreurs de parcours. Hein. Il est impeccable, il s'est autorisé une toute petite récréation. Il n'a pas fait exprès et toutes les circonstances, il y avait la lumière tamisée, il n'y avait même pas de lumière en fait. Voilà. Et puis le fait que Rokhaya lui inspire toute cette jeunesse, cette fertilité qu'il n'a pas eu avec Abi, c'était son subconscient a vraiment... Voilà, et puis, vous avez... Lorsqu'on a la douceur à côté, on n'a pas de lumière, c'est très difficile de se retenir. Pour mettre en exergue quoi cette puissante et pressante aussi dame libido qui, quand elle se présente chez les hommes, ne se contrôle plus. Là aussi, il faut oser le dire. C'est la testostérone qui agit. C'est la testostérone qui agit. Un homme, ça reste un homme. Donc, je ne justifie pas le fait que les hommes trahissent leurs épouses, mais pour ce qui est de Doudou,
ce n'était pas quelque chose d'intentionnel. Il n'a jamais voulu blesser sa femme. Il ne s'est jamais levé dans l'objectif d'écoucher. Mais c'était vraiment une circonstance. Les circonstances étaient réunies et, comme on dit, la chose qui devait arriver arriva forcément. Voilà, donc tout ça là aussi pour mettre en exergue ce que vous avez sous-entendu dans votre ouvrage, cette notion de destin. Cette notion de destin collée à la personnalité de Abi, à la personnalité de Rokhaya, à la personnalité de Doudou. C'est vrai que vous ne l'avez mentionné nulle part, mais ça ressurgit quand on lit le livre. Oui, effectivement, ça a ressurgi. Aujourd'hui, tout le monde s'attendait à ce que ça soit Mamy Ndao qui soit enceinte, par exemple, parce que c'était... des deux, c'était la moins... je ne vais pas dire encadrée, mais c'était la plus euphorique, elle avait les chevilles enflées. Et d'ailleurs, tu l'as même dit, elle aimait se mettre sur ses grands airs. C'est comme ça que tu l'as décrit, oui. Effectivement. Donc, c'était également pour montrer que Rokhaya, bien qu'elle soit la fille exemplaire, elle est peccable. Nous sommes tous peccables. Nous pouvons tous faire des erreurs. Et ce n'est pas également parce qu'une personne a une petite dose de folie qu'elle est également prédestinée à de mauvaises choses. Voilà. Ce qui m'a quand même un peu surpris aussi dans le roman, c'est pourquoi Rokhaya aussi ne l'a pas fait depuis longtemps avec Omzo, bon, un jeune. Il y avait cet instant d'amour entre eux et pourtant elle ne l'a jamais exploité. Et maintenant, par quel miracle, tout d'un coup, elle se retrouve dans les bras de quelqu'un qui pouvait être son père. Peut-être dû à l'absence du père, comme tu l'as dit. C'est ça, il y a cette... En fait, autant Doudou voyait en Rokhaya cette jeunesse, cette fertilité, autant Rokhaya voyait en Doudou cette chaleur paternelle qu'elle n'a pas eue. Donc, et puis, la présence de Birima le jour, ce dimanche-là n'a pas aidé. Il y a beaucoup de circonstances qui l'ont poussé un peu dans les bras de Doudou. Et par rapport à Omzo, à un moment donné du livre, elle lui a dit, c'était son ego qui parlait en ce moment-là, je te connais beaucoup trop pour sortir avec toi. Parce que lui, il l'a taquiné. Mais après, quand Omzo l'a vu lors du mariage de Mamy Ndao, voilà, il s'est rendu compte c'est vrai. La femme qu'elle cherchait était juste à côté. Mais c'était trop tard, puisqu'elle avait déjà décidé de partir et qu'elle portait déjà l'enfant de Doudou. Belle histoire, en tout cas, vous avez si bien narré les choses. Mais ce qui a aussi attiré mon attention dans ton ouvrage, c'est cette belle manière de décrire la nature. Oui, je suis une grande amoureuse de la nature. J'adore aller à la plage. La plage a un effet très thérapeutique sur moi. J'adore tout ce qui est vert, les fleurs, ça me fait respirer à nouveau. C'est pourquoi c'est quelque chose qui a dépeint sur ma façon d'écrire. Donc je vais vous lire exactement un passage où vous avez si bien décrit la nature. D'ailleurs, ce n'est pas le seul passage. Vous avez décrit la nature au moins à 6 à 5 reprises. Mais ce passage m'intéresse beaucoup. Au chapitre 5, il se faisait tard, le soleil avait plié bagages et la lune se préparait à prendre place. Le ciel orangé présentait des nuages fuyants, comme si l'ordre leur avait été donné de rejoindre d'autres contrées où il faisait encore jour. La montre de Rokhaya affichait déjà 19 heures et elle venait de rentrer chez elle à Sacré-Cœur. C'est si beau et si bien rimé. J'ai essayé d'être le plus naturel possible, j'ai essayé d'écrire de la façon la plus simple possible ce que je pouvais remarquer pendant le crépuscule. Je salue très bien, comme je le disais dès le début, la richesse de votre livre. Le style est très simple, le style narratif très simple, et très accessible aussi. Peut-être que vous en êtes à votre premier roman et vous voulez attirer certainement le public. Non, c'est ma façon d'écrire. J'ai plus écrit pour moi, c'est vrai pour les autres également. Mais comme je le disais tantôt dans une autre interview, je ne connais pas les codes de l'écriture proprement dit, puisque je n'ai jamais fait de littérature, je n'ai jamais appris cela. Peut-être du fait de mes lectures, des lectures passées que j'ai eues à faire, mais j'ai écrit en fait de façon très naturelle. J'ai juste plongé ma plume dans mon cœur et je me suis laissée aller. Voilà. Je suis toujours fidèle à l'avis de Moucheba, qui a bien lu ton livre en parlant d'innovation. C'est vrai que pour toute œuvre d'art littéraire, il y a toujours la fiction,
n'est-ce pas? Il y a toujours cette notion qui nous permet de sortir un peu de nous pour un esprit de créativité, c'est très normal. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que votre fiction a été trop poussée de façon à s'éloigner un peu de la réalité. Je ne sais pas si vous me suivez bien, mais votre fiction a été faite de façon mécanique et très technique. Je peux m'expliquer aussi si vous voulez. Par exemple, lorsque Rokhaya s'est rendue là-bas si on peut l'appeler pharmacie, clandestine, entre guillemets, pour interrompre sa grossesse, stop, il fait face à Doudou. Lorsque Rokhaya s'est rendue chez Doudou, vous avez créé cette circonstance de façon à ce qu'il y ait la coupure d'électricité. Pourquoi également le fils de Rokhaya se retrouve en France avec la fille de Doudou aussi, sa demi-sœur, qu'il y ait mariage et union, tout ça là, c'est tellement techniquement fabriqué que finalement ça échappe un peu à la réalité, on dirait. Non, pourtant, vous savez, je le disais tantôt, il y a cet aspect mystère qu'on ne doit pas perdre de vue. Le fait que ce marabout ait fait ce qu'il devait faire sur demande de Adja Astou, en fait, cet enfant devait naître. Et cet enfant devait naître et créer des problèmes, puisque c'était la condition pour que Abi puisse avoir un enfant. Maintenant, on l'avait prévenue, mais elle a voulu bousculer les choses. Le fait qu'elle ait voulu bousculer son destin a fait que toutes ces choses-là lui tombent dessus. Maintenant, par rapport au fait que lorsque Rokhaya est parti pour avorter, le fait que tous ces événements-là se soient enchaînés dans sa vie, quand le ciel décide de vous tomber dessus, même l'air devient très lourd à respirer. C'était un peu ça, parce que depuis tout le début, Rokhaya, elle avait une vie bien tranquille, bien rose, mais non, la vie n'est pas linéaire. À un moment donné, les événements s'enchaînent et on n'y arrive plus. C'était ça, en fait, que je voulais montrer. Vous voyez, il y a beaucoup d'événements qui se sont enchaînés dans la vie d'Abi, mais elle a tenu bon. Alors que pour Rokhaya, elle n'avait pas les épaules. Il a fallu qu'elle puisse partir pour fuir le regard de la société, pour fuir un peu le regard de sa famille. Et là aussi, vous avez voulu mettre en exergue les différentes personnalités des gens. Les différents comportements des gens face aux problèmes. C'était un peu ça. Parce que ce qui est arrivé à Abi, si c'était arrivé à Rokhaya, peut-être qu'elle se serait suicidée ou bien peut-être qu'elle n'aurait pas tenu, qu'elle serait devenue folle. Les événements qui sont arrivés à Abi étaient beaucoup plus lourds que ceux qui sont arrivés à Rokhaya, mais elle a tenu bon et elle est restée. Fatou Ouleye Sambou, votre roman est d'une richesse extraordinaire, certainement inépuisable. Mais je vous rappelle aussi que notre lecteur du jour, Moucheba, vous a bien posé une question. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que le roman est le meilleur moyen par lequel l'artiste est condamné de se déposséder, c'est-à-dire de s'appauvrir pour mieux s'enrichir? Fatou Ouleye Sambou, vous répondez quoi par rapport à cette question? Effectivement, merci à M. Ba pour cette question. Je dirais que oui, lorsqu'on écrit un roman, on s'appauvrit pour ensuite s'enrichir. Pourquoi on s'appauvrit? Parce que écrire un roman, ça demande du temps. C'est un investissement personnel que l'on fait, mais c'est également un investissement financier, parce qu'il y a les frais d'édition, il y a des frais d'impression, etc. Les frais de promotion également du roman pour qu'il puisse être connu, acheté et aimé. Sur le plan personnel également, on se dévoile et lorsqu'on se dévoile, on s'expose. Par rapport au retour à l'enrichissement, oui, puisque lorsqu'on écrit un roman et qu'on est publié, on va gagner en notoriété, on sera plus connu, notre œuvre sera connue. Nous allons peut-être avoir un retour sur investissement, gagner un tout petit peu d'argent, parce qu'on ne peut pas écrire pour espérer être riche, en tout cas pas au Sénégal, pas pour le moment. Moi, j'ai envie d'ajouter qu'on s'enrichit plus qu'on ne s'appauvrit, parce que le fait déjà de sortir de soi-même, de s'extérioriser, de faire connaître ses envies, ses impressions, n'est-ce pas, de faire de telle sorte que les autres puissent savoir ce qui t'anime, ton fort intérieur. Moi, je crois que ça n'a pas de prix. On partage beaucoup d'émotions en écrivant. On partage
son point de vue également, on peut partager comment on voit les choses de la société surtout. Et on peut également partager des solutions pour que certaines personnes puissent bénéficier de son savoir, de l'expérience qu'on a de la vie également. Mais surtout ça, sur ce plan, elle a donc la richesse est incommensurable en écrivant. Il faut être d'une grande générosité pour pouvoir écrire. Fatou Ouleye Sambou, si vous aviez quelque chose à ajouter en ce qui concerne cet entretien. Je vous remercie en tout cas et féliciter cette initiative de Women First TV parce que c'est important pour les femmes d'avoir une tribune pour parler, pour s'exprimer, pour échanger surtout. Et je sais que c'est une télévision qui ira très 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 loin puisque la matière est là, puisque l'expertise est là, puisque la technique est là également. Et je vous souhaite plein de succès. Ça a été un plaisir et je vous remercie très bien d'avoir honoré cette invitation. Et vous avez vraiment été à la hauteur avec des explications si exhaustives en ce qui concerne votre ouvrage. Voilà, chers téléspectateurs, c'était tout pour ce numéro maïeutique. Je remercie très bien notre invité. Je remercie également toute l'équipe technique de Women First TV pour la réalisation de cette émission. Sans oublier la maison d'édition Armatan ainsi que son directeur, M. Diallo. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Women First TV.